Donc on va conclure cette journée sur cette dernière table ronde où l'objectif, je pense que vous l'avez compris, ça va être d'aborder la question du manque de solutions, même si dans ce film, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. L'idée, c'est vraiment qu'on se questionne ensemble sur ce manque de solutions. Comment ça transparaît aujourd'hui en Belgique, particulièrement en Belgique francophone. Donc on a différents professionnels et la réalisatrice et l'acteur principal de ce film qui vont pouvoir nous en parler. Et je laisserai les collègues se présenter après. Mais l'idée, c'est ici de ne pas voir dans ce film-là non plus une contradiction entre le modèle institutionnel et le modèle des éducateurs libéraux et la famille. L'idée, c'est qu'on sent qu'il y a une opposition entre ces deux modèles dans le quotidien des familles avec un vrai rejet, une vraie technocratie qui ressort du modèle, mais il y a aussi plein de belles choses qui se passent dans les institutions et l'idée c'est aujourd'hui qu'on puisse mettre ça en question aussi. C'est quelle est la complexité aussi qui fait qu'il y a autant de gens qui sont laissés au bord de la route et qu'on puisse en débattre ensemble. Donc voilà, je vais d'abord laisser la parole à nos collègues qui ont réalisé ce film et à l'acteur principal de ce film pour présenter un peu ce travail-là et ouvrir aussi les questionnements et après je donnerai la parole à nos différents collègues. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Moi, voilà, c'est Lucas Palis. Vous avez à peu près compris qui j'étais, a priori, si vous avez vu le documentaire. Je tiens à remercier les familles qui apparaissent dans le documentaire parce que c'est quand même principalement grâce à elles que tout ça peut se faire aussi et que je travaille aussi et que je peux vivre toutes ces expériences. Donc voilà, moi j'ai travaillé, enfin j'ai pu avoir cette chance que Sarah vienne s'intéresser à mon travail et à ces familles et qu'elle me suive pendant plusieurs mois au travers de ces aventures. Et c'était une expérience très, très enrichissante. Et c'est quelque chose qui permet aussi, enfin, en la vivant et en réfléchissant à tout ça, suite à plusieurs projections, il y a quand même quelque chose d'assez commun dans sa manière de travailler et de filmer et d'être sensible à ce qui se passe avec ma manière à moi aussi de capter sensiblement certaines choses dans mon travail. Donc en fait, c'était assez intéressant d'avoir deux métiers, mais qui s'appliquent d'une manière un peu similaire sur certains points. Voilà. Voilà, donc je sais pas, après, quand vous allez avoir des questions, on va pouvoir développer un peu plus ça peut-être. Je passe la parole à Sarah. Bah oui, Lucas, merci. J'ai pas grand-chose à dire, à part que peut-être répondre à vos questions. C'est vrai que quand j'ai rencontré Lucas, en fait, c'était une question personnelle. Je l'ai fait venir dans ma famille pour Jack. Et très vite, il m'a raconté son métier. Et j'ai compris que ce gars intervenait dans les familles. J'ai compris qu'il avait à la fois une souplesse et une grande rigueur pour pousser la porte de différentes maisons, différentes cultures, différents milieux socio-économiques. Et je me suis dit, mais quel beau sujet de film. Je crois que celui-ci, c'est mon 6e ou 7e film. Je trouvais là que j'avais vraiment un personnage qui, à la fois, était porteur d'une belle histoire, mais aussi qui rencontrait les sujets qui m'intéressaient et qui rencontraient ma militance. Voilà, en gros. Et puis Lucas est très comique, et donc c'était agréable, très agréable de travailler. Je dois dire que c'est parfois pas facile de devoir gérer un personnage principal. Au bout d'un moment, parfois on en a marre l'un de l'autre, mais c'est vrai que à la fois il m'a fait une toute confiance par rapport au film, ce que je filmais, ce que j'ai monté. Il m'a jamais demandé d'avoir le final cut ou d'avoir un regard avant de montrer le film. Il a attendu le dernier jour, c'est-à-dire la première, pour voir le film. Et ça, je trouve que c'est une belle preuve de confiance. Et là encore, il se plie à l'exercice de la promo, puisqu'on va quand même beaucoup dans les écoles de futurs éducateurs spécialisés, futurs psy, futurs logopèdes. Il y a aussi des centres qui nous demandent de venir montrer le film. Et donc, Lucas est là à chaque fois, ce que je crois vraiment assez unique dans cette expérience de faire des films avec des personnages principaux qui sont évidemment appelés ailleurs.
Moi, je n'ai rien à voir avec la production ni la réalisation des films, sauf que j'ai un peu participé par rapport à la question politique. Alors, je voudrais dire quand même que chaque fois que je vois ce film, j'ai beau l'avoir vu 6, 7 fois, déjà, je suis émue. Je suis émue parce que c'est vrai que je pense que jamais un film n'a incarné autant et aussi de manière aussi fine et aussi juste le combat que nous menons depuis, je dirais, bientôt 20 ans. Dans le cadre du GAMP, mais aussi dans le cadre d'autres associations avec lesquelles on a collaboré, on continue à collaborer et on se soutient l'une l'autre. Je pense que c'est très important dans le monde associatif aussi de le faire. Ce qui m'émeut aussi terriblement, c'est évidemment ce rôle que Lucas a. C'est sauveur. C'est sauveur de famille, c'est Zorro bien sûr, mais aussi sauveur. Il a dit à un moment donné, et je pense qu'il faut savoir, oui, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se retrouvent dans une situation similaire avec des enfants petits, adolescents et adultes, mais qui portent un handicap, qui sont dans une situation de handicap de grande dépendance. C'est vrai que je pense que beaucoup de parents ont un jour pensé, eu des idées noires. Je pense qu'il faut pouvoir le dire. Je pense qu'il faut pouvoir le dire. Je les ai eues aussi. Je suis toujours là. Et je pense que parfois le militantisme est une bonne thérapie aussi pour nous parents. Mais je voudrais dire aussi, et puis j'arrête, au-delà de l'émotion, il y a la justesse du film. Et il y a aussi la démonstration qu'on peut faire quelque chose parfois avec des petits moyens. Et que donc les solutions, alors je ne dis pas que 1 heure ou 2 par semaine, ça soit suffisant, non. Mais je pense que Lucas montre qu'on peut, même dans le désespoir le plus noir, faire quelque chose. Et que donc on n'est jamais à la merci des événements qu'on peut toujours, en tant que parents, se retrousser les manches et se relever et continuer. Alors, je voudrais juste dire que par rapport à la question de l'après-parent, qui touche beaucoup de parents, je pense ici aussi, ben, mon fils, il a trouvé la solution. Mon fils a 39 ans et il m'a dit, maman, toi, tu dois vivre très, 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 très longtemps. Tu dois aller au-delà des 100 ans, certainement, donc tu dois être toujours en bonne santé. Et elle m'a dit, je dis oui, mais enfin, pourquoi si longtemps? Elle m'a dit, parce que je ne veux pas que tu meurs avant moi. Voilà, donc la solution est ce que je dois vivre pour pouvoir... Il me l'a dit, tu dois pouvoir m'enterrer. C'est horriblement dur, mais voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et je pense que c'est là toute la question de l'après-parent et pour laquelle moi, mis à part cette solution-là, je n'ai pas d'autre solution, même sachant que il y aura un accompagnement, oui, je l'espère, mais voilà. Merci en tout cas d'être encore si nombreux après cette journée assez intense. Merci Cynthia. Je pourrais parler de l'après-parent parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué et c'est quelque chose que je pratique encore au sein du service que je dirige, mais on ne m'a pas demandé de parler de ça aujourd'hui. Pour ma part, c'est la première fois que je vois ce film et je vous promets que là, ça cogne, ça cogne vraiment beaucoup et ça me rassure en me disant que j'ai voulu créer au sein et au départ d'Inclusion un service dédié à la grande dépendance. C'est pour ça que j'ai milité avec Cynthia au démarrage du GAMP. Et puis bon, j'ai pris ma voix en créant Madras Bruxelles, qui est un service qui s'adresse exclusivement à des personnes de grande dépendance. Et donc, ce film, waouh, bravo et merci. On sort de l'ombre, on nous met en avant. Bravo à Lucas, ce travail
je n'ai qu'une hâte, c'est que mon équipe puisse voir ce reportage le 2 décembre. Je suis inscrite colloque Horizon 9, enfin Horizon 2000. Voilà. Et alors on trouvera un moyen de se voir et de pouvoir échanger. Parce qu'en fait, ce que j'ai vu dans ce film, c'est ce que mon équipe, c'est ce que moi, mais non, mon équipe, parce que moi je suis plus au bureau, mais c'est ce que mon équipe vit au quotidien. Des parents désespérés, des parents fatigués, des parents au point de penser au pire, mais des professionnels aussi épuisés, parce que j'interviens à domicile, mais j'interviens aussi en milieu institutionnel. Alors j'interviens en milieu institutionnel lorsqu'il y a risque d'exclusion. Oui, parce que ça aussi, hein, non seulement c'est difficile de trouver une place et qu'on ne trouve pas parce qu'il n'y a pas, mais en plus il faut mettre tout en œuvre pour garder cette place. Et donc voilà, on va dans des écoles, on va dans des écoles d'enseignement spécialisées, on va dans des centres de jour et d'hébergement, plus rarement, mais pour éviter ces exclusions. On va aussi en milieu non adapté. Ah, qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui est non adapté? Là aussi, on pourrait lancer un débat. Qu'est-ce qui est une solution satisfaisante aussi? Ah oui, ça aussi. Hein. J'entends en tout cas que ce qui était satisfaisant il y a 5, 10, 20 ans ne l'est plus aujourd'hui, parce qu'on est obligé d'innover, on est obligé de créer, on est obligé de bricoler. Oui, le mot bricolage, je l'aime beaucoup, afin de pouvoir apporter un minimum de soutien aux familles pour qu'elles puissent se dire, allez, ok, on s'accroche, ça en vaut la peine, il y a moyen, on va y arriver. Mais ça prend du temps. Tout à l'heure, dans la journée, quelqu'un l'a dit, du temps. Je ne fais que de répéter, je crois que c'est la première chose que je dis aux familles quand je les rencontre, c'est qu'il va falloir prendre du temps. Sauf que du temps, elles n'en ont pas, parce que bien souvent, quand elles arrivent auprès de moi, elles ont déjà fait 20 000 portes avant, et donc elles n'en ont plus du temps. Et donc ce travail-là, il est long, il est difficile, mais il en vaut la peine, vraiment. Je vais m'arrêter là, je répondrai aux questions. J'ai plein de choses à dire, j'avais préparé plein de feuilles, mais je vais passer la main à Asna. Alors, donc moi, je suis Asna, assistante sociale donc, chez Inclusion ASBL pour la région de Bruxelles. Et je suis aussi la sœur d'une personne en situation de handicap, polyhandicapée et donc de grande dépendance, et qui est sans solution en fait depuis déjà plus de 20 ans. Donc, on a perdu notre maman il y a déjà 3 ans, donc c'est nous, la fratrie, qui nous occupons d'elle. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais parler de réalité et également, je vais parler aussi au nom des familles en fait, qui viennent au service social et qui nous racontent exactement ce qu'on a vu dans le film, quoi. Donc voilà, des familles qui ont fait le choix parfois de garder leur enfant parce que par peur que dans les institutions, effectivement, la prise en charge ne soit pas celle que les familles souhaiteraient, ou principalement parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement. Et donc, je rejoins Cécile, en fait, dans les pistes d'action que je propose aux familles, c'est du bricolage. C'est vraiment ça, c'est de dire, écoutez, on va commencer par une petite journée de répit. Bon, s'ils ont la possibilité de pouvoir accéder au répit, parce qu'à Bruxelles, c'est encore d'autres démarches. Voilà, donc on va essayer de bricoler par-ci, par-là. Pour les familles qui ont un peu plus de moyens, des personnes comme Lucas, elles peuvent se le permettre. Donc voilà, ce sont tous des petits bricolages qu'on essaye de mettre en place pour permettre aux familles, comme disait Cécile, de s'accrocher. Mais c'est pas évident, vraiment pas évident. Donc nous, on va plutôt informer, les orienter, les soutenir dans cette démarche-là, les écouter surtout. Mais la réalité est dure aujourd'hui. Merci à tous. Du coup, j'imagine que ça va amener beaucoup de réactions dans le public. Donc on n'a plus trop de micros. On en a un qui se balade. Ah, on en a 2, donc c'est super. Donc je vous invite à soit poser des questions, mais je pense que ça sera plus des témoignages ou des réactions, donc n'hésitez pas. D'abord, un grand merci pour ce film très émouvant, très touchant. Et j'ai une question pour Lucas. Est-ce que vous avez des clones? Pas des clowns, mais des clones. Oui, je suis en discussion avec Elon Musk actuellement pour mettre au point une usine de clones. Donc, étant donné qu'il a gagné les élections, là, tout est bien parti. Enfin, voilà, en fait, on peut clore le débat tout de suite. Ouais, tout va bien, on va s'en sortir. Non,
Non, après, voilà, le documentaire a cette particularité de pouvoir un peu motiver peut-être certaines personnes à se dire qu'on peut travailler de cette manière-là. Donc ça c'est chouette déjà, ça peut faire un peu bouger l'état d'esprit de certaines personnes, comment ils envisagent leur métier. Voilà, après ça reste, moi ça reste très particulier parce que c'est un peu un parcours original, un peu atypique. Et ça rejoint d'ailleurs le parcours de Sarah aussi dans son propre domaine. Elle s'est pas mise à faire des documentaires à 18 ans, elle s'est mise à faire des documentaires à un moment dans sa vie parce qu'elle avait, je pense, faut pas trop que je parle à ta place, mais enfin, au niveau sensible, c'était quelque chose d'important de le faire et elle captait quelque chose à ce moment-là. Et moi, c'est pareil, j'ai un parcours un peu original comme ça où ma sensibilité, elle va être, elle va tomber sur des personnes qui vont me permettre d'avoir confiance dans mon travail. Enfin, je ne vais pas passer par des formations comme habituellement les éducateurs et éducatrices le font. Donc voilà, c'est pas évident. C'est pas évident de se dire ils vont faire comme Lucas parce que ça reste un peu en marge. Après, voilà, ça existe, ça va exister. Il y a d'autres personnes qui, j'espère, vont développer ça aussi. J'espère. Moi, je trouve ça important. Ouais. Moi, je voulais ajouter par rapport à une situation qu'on a traversée. Donc, on a aussi un enfant de grande dépendance. Et je dois évidemment dire que je me reconnais un petit peu dans tout ce parcours parce que c'est en fait pour chaque famille tout un itinéraire prospectif avec du bricolage, parfois avec des services qui viennent se raccorder. Et donc, ce qui est très important pour les familles, c'est de pouvoir essayer de leur accorder des perspectives. Des perspectives, et pour y arriver, il faut essayer de lever un peu tous les tabous qu'on est parfois en mesure de se faire pour arriver, je dirais, à avoir assez d'ouverture. J'ai eu la chance, et ça Thomas en avait un petit peu parlé ce matin au moment du ministre, j'ai une opportunité d'habiter en Flandre, donc en région flamande, et pendant 10 ans, j'ai eu un Thomas, un éducateur à la maison pendant 4 heures par jour, pendant toute la semaine. C'était quand même assez extraordinaire, je dirais, d'avoir, quelqu'un qui prenne en charge la personne pour que les parents en fait puissent continuer, je dirais, leur vie professionnelle et leur vie familiale et leur vie, je dirais, de loisirs. Et puis après, on est passé à autre chose, à d'autres, je dirais, d'autres démarches, dont une démarche résidentielle. Mais c'était vraiment notre, je dirais, itinéraire de choix de futur, parce qu'on s'était placé, je dirais, des perspectives très, très, très au début de son enfance. J'ai travaillé très rapidement dans le secteur des entreprises de travail adapté. J'ai côtoyé des centres de jour, j'ai côtoyé des centres d'hébergement. Et pour moi, c'était, je dirais, naturel de trouver qu'il y avait des institutions où il y avait aussi du qualitatif qui était développé. Et donc, j'étais tout à fait en phase, disons, à voir ces différentes démarches de découverte et de type d'encadrement. Je voudrais revenir sur le mot bricolage. C'est vrai qu'en fait, Lucas ne remplace pas du tout le politique. Et en fait, finalement, filmer Lucas et filmer ses interventions extraordinaires, on est tous d'accord là-dessus, met en lumière quand même les manquements terribles au niveau institutionnel, au niveau vraiment, parce que j'en discutais avec Lucas il y a quelques jours. Il me dit, par exemple, grâce au film ou à cause du film, je ne sais pas, il a énormément de demandes. À la fois des demandes de parents, mais aussi des demandes de professionnels dans des écoles ordinaires. Donc il est appelé au secours. Par exemple, venez voir ma classe en maternelle. J'ai 3 enfants autistes dans ma classe de maternelle. Je ne sais pas comment m'en sortir. Venez. Personne n'est d'accord que vous veniez, mais moi je veux bien vous payer de ma poche pour que vous veniez prendre le pouls de la situation. Et en fait, Lucas me disait, mais en fait, cette société, qui est quand même devenue une société marchande, fonctionne principalement sur les bonnes poires. C'est parce qu'en fait, il y a des bonnes poires qui en font un peu plus, pour un peu moins d'argent, même beaucoup moins d'argent. Parce que Lucas, j'ai vu, en tout cas, un tiers des situations, il ne se fait pas payer du tout. Donc ça tient parce qu'il y a des gens... Du troc, voilà, il faut sonner avec le troc. Ça tient parce qu'il y a des gens qui font du troc, mais évidemment, forcément, ce serait fantastique
cloner Lucas, mais il y a quand même un manque au niveau des décisions politiques c'est un trou abyssal. Et donc effectivement, ce bricolage, je l'ai observé, je l'ai filmé et je le trouve qu'en plus, comme il y a de plus en plus de demandes, ce bricolage doit se mettre de plus en plus en place. Et Lucas me dit, ok, je pourrais passer là le dimanche pour la lancer. Et ce que vous disiez aussi qui est très important, c'est qu'en fait, Lucas relance la famille chaque fois dans le courage de continuer, par des petites choses. Parfois, un dimanche soir, je l'appelle pour poser une question, ou je l'ai vu répondre à des coups de fil, ou sur Zoom, parce qu'il travaille beaucoup, il soutient beaucoup les familles par les réunions Zoom. Relancer la famille, je dirais pas dans leur désir de continuer à travailler, mais dans ce quotidien, en se disant ça va aller, ça va aller. Et parfois, c'est des petites choses qui font que finalement, on passe le col, quoi. C'est comme en escalade. Excuse-moi. Non, je voudrais quand même aller tout à fait renforcer ce que Sarah a dit. C'est-à-dire, c'est magnifique de voir comment Lucas peut aider, supporter, soutenir ses familles, mais ce n'est pas une solution. Même en clonant Lucas, ce n'est pas une solution pour les milliers de personnes qui ont besoin d'aide. Et donc, je trouve que c'est un peu dommage que le monde politique ne soit plus là. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un du cabinet Non, bon, peu importe. Ben voilà, je suppose on va leur remettre quand même quelques recommandations parce que je voudrais aussi revenir sur le discours de Thomas aujourd'hui par rapport au subventionnement, à savoir qu'effectivement, si on développe davantage un peu comme est le système flamand qui, courageusement en Flandre, après la condamnation de la communauté flamande pour manque de carence de solutions, la communauté flamande était tout autant condamnée que la COCOF et la région wallonne, eh bien, ils ont courageusement changé totalement de système de financement en finançant les personnes. C'est ce qu'on appelle le Persoonsvolgend Budget. Et c'est un budget qui suit la personne. Ce n'est même pas le budget d'assistance personnelle que nous connaissons en Wallonie ou à Bruxelles. C'est vraiment un budget attribué à la personne en fonction de ses besoins, suite à une enquête. Je sais parce que voilà, mon fils en bénéficie, heureusement, étant donné que j'habite Bruxelles. Et au fait, une fois que ce budget est attribué aux besoins, en fonction des besoins, vous pouvez soit choisir une solution résidentielle dans un service qui convienne, soit choisir une autre solution. Rester à la maison, par exemple, comme parlait Guy, donc rester à la maison avec de l'aide à la maison, vivre dans une maison, dans un habitat partagé, dans une maison communautaire avec de l'aide. Donc voilà, il y a des possibilités, le choix est plus large, des possibilités de solutions différentes, beaucoup plus souples, avec un budget attribué à la personne. Là, c'est dommage, je pense qu'on pourra... Je pense que pour apporter un élément de réponse, même si le politique n'est plus dans la salle et on trouve ça très dommage, mais du coup on s'était gâché le suspense, mais du coup l'objectif et c'était aussi de cette table ronde de nous permettre d'annoncer notre campagne pour l'année ou l'année et demie qui va venir et du coup ça va être un de nos sujets principaux de travail et qui va nous animer pendant au moins un an et on l'espère un peu plus et qui sera toujours un des combats qu'on mène au quotidien avec Inclusion, mais du coup on ne manquera pas de rappeler aux politiques les enjeux qu'il y a autour. Mais si on peut prendre d'autres interventions... Moi, je passerai le micro tout de suite après. Mais... Donc, Zoro, merci. Continue surtout. Je suis un des plus anciens dans l'association. Quand j'ai commencé il y a 40 ans, on parlait déjà du problème de manque de place et du manque de place de qualité, parce qu'il faut insister sur la qualité, parce qu'un certain nombre de places ne fournissent pas un service de qualité. Et donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, la situation est plus grave que quand moi, il y a 40 ans. Malgré tout ce que l'on a fait, la situation est plus grave aujourd'hui. Et donc, je pense que dans l'année qui vient, puisque c'est le thème, il faut absolument refaire l'opération logopédie. Parce que c'est le seul moyen de faire changer, c'est qu'il faut aller au fond des troupes. Et advienne ce que pourra. Et donc, de grâce, faites-le, parce que c'est insupportable. Moi, ça fait 40 ans que je porte ce message, bien ou mal, ça on peut discuter, mais
Ça fait 40 ans et la situation est pire aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et il faut des solutions de toutes formes, pas une seule solution. L'institution n'est pas la solution pour tout le monde, c'est clair. Il faut avoir la possibilité de trouver d'autres solutions. Et je dirais en plus, il faut développer des solutions pour les personnes qui sont avec une certaine autonomie, pour qu'elles ne rentrent pas dans des institutions pour prendre la place des personnes qui sont de grande dépendance. Et ce message-là, il est difficile à porter, mais pourtant, il faut le faire. Merci Étienne, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, il y avait déjà ce moratoire, il y avait déjà ce problème de manque de place. Maintenant j'ai envie de dire, ça fait 10 ans, il n'y a plus assez de place dans les écoles. Et maintenant aujourd'hui, il n'y a plus assez de place non plus dans les services d'accompagnement. Il y a 4 ans, je n'avais pas de liste d'attente. Je pouvais prendre toute personne qui m'appelait. Aujourd'hui, ma liste d'attente est aussi grande que le nombre de personnes que j'accompagne. Et quand j'ai une possibilité, je suis face à 25, 30 candidatures, et je fais quoi ? Je fais quoi ? Je prends qui ? C'est détestable, je suis en train de le faire pour le moment parce que j'ai la possibilité d'ouvrir 3 nouveaux suivis, et je dois choisir. Je vous promets, je suis professionnelle, c'est vrai que quand je rentre chez moi après, bon, voilà, le travail, il ne me suit pas. Mais je vous promets que c'est vraiment quelque chose de très difficile. Je suis dans un dilemme pour le moment. Bon, voilà, maintenant, on travaille en équipe. On essaye vraiment on travaille avec le réseau aussi, hein, de manière à faire les choix les plus justes et les choix les plus corrects. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste une dernière chose, et puis je donne la parole à madame. Rappelons bien, monsieur Copiters, il a parlé tout à l'heure de levée du moratoire. Il faut lui rappeler, parce qu'il l'a dit ici, devant 150 personnes. Voilà. Alors moi, je voulais faire une petite remarque supplémentaire. Donc, à côté de la militance médiatique et de la militance politique qui est excessivement importante, nous avons décidé avec DHEI de développer 2 types de militance académique et au niveau de la justice. Et donc, nous réfléchissons à l'heure actuelle avec des parents, des associations et des professeurs d'université à la possibilité de transposer les dispositions de la fameuse affaire Klimatzak, dont vous avez peut-être entendu parler, où l'État donc fédéral et ses 3 régions ont été condamnés récemment par 2 fois par le tribunal de première instance, mais aussi par donc la Cour d'appel de Bruxelles pour inaction en matière climatique. Et les professeurs d'université de droit, de 2 universités, sont convaincus qu'on puisse transposer les dispositions, c'est-à-dire que l'État fédéral et ses régions ont été condamnés non seulement sur base de 2 articles de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 2 et 8, mais également sur les articles 1382 du Code civil et 1383 qui impliquent la responsabilité de l'État qui a commis une faute de par son inaction. Alors ce qui est très important dans la Klimatzak, donc c'était une ASBL avec 70 000 personnes qui se sont joints à cette cause, c'est que donc l'État et ses régions sont obligés aujourd'hui de réduire de 55% les gaz à effet de serre pour 2030 et la Cour s'abstient, mais elle met en réserve des amendes allant jusqu'à 1 million d'euros par mois en cas de retard par rapport à cette injonction. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on est en train de réfléchir de manière drastique parce que c'est comme ça qu'on obtient aussi des résultats, d'autant plus que ces derniers temps, la jurisprudence, même au niveau national, est de plus en plus inclusive. Thomas a parlé tout à l'heure de la Cour constitutionnelle. Nous avons aussi intenté, mais je ne peux pas trop en parler pour l'instant, une action en justice dans le domaine de la logopédie pour non-remboursement discriminatoire dans le cadre d'un dossier individuel d'un enfant avec trisomie 21. Il y a aussi une requête en intervention volontaire où on a fédéré plusieurs associations. Donc là, je ne vais pas encore en parler beaucoup, mais je pense que la justice aide également à faire bouger les choses, puisque là, il y a des injonctions qui sont faites au pouvoir public. Merci. Peut-être juste avant de prendre l'intervention, je voulais quand même aussi qu'on profite de ce moment-là pour élargir aussi cette question. Le manque de solutions, on l'a entendu dans le film, on l'a entendu dans vos différents témoignages, il est de personnes qui sont en attente sur liste d'attente, mais on a aussi pas mal de personnes qui sont concernées par la question du handicap, qui n'arrivent même pas à ce stade des listes d'attente. Donc je voulais profiter de la présence de ma collègue aussi, Asna, qui est autour de la table, qui peut peut-être, si tu le veux bien, nous partager quelques témoignages ou en tout cas des parcours de personnes que tu peux croiser dans ton accompagnement au quotidien, qui sont des gens qui viennent toquer à inclusion
pas parce qu'ils ont été orientés ou parce qu'ils arrivent pour une demande spécifique, mais parce qu'ils sont hors du système et qui, du coup, c'est le manque de solutions pour eux, c'est même pas une question pour l'instant parce que ils viennent juste de débarquer et ils cherchent d'abord à ouvrir des portes et à chercher des solutions avant de savoir qu'il y en a pas. Alors effectivement, on est fort sollicité par des professionnels, tout azimut, hein, vraiment tout azimut, qui nous téléphonent parce que les familles, ils sentent bien que la famille est un peu perdue et qu'il faut faire quelque chose. Et donc à partir du moment où effectivement ils constatent qu'il y a une déficience intellectuelle, ils prennent contact avec nous. Puis on se rend compte en fait que la famille est passée à côté de plusieurs droits et qu'il y a plein de choses qui ne sont pas mises en place. Et donc en fait on reprend, mais vraiment on doit tout reprendre. Et donc pas d'allocation, ils n'ont pas de structure et donc en fait pour eux c'est tout à fait normal, quoi. On n'a pas trouvé, voilà, l'enfant est chez nous, il n'y a rien qui est mis en place, on ne sait pas par où commencer, et donc vraiment parfois on a le bout de l'iceberg, et puis on se rend compte en fait quand on rencontre la famille, finalement qu'il y a plein de choses qui ne sont pas mises en place, quoi. Et donc voilà, ça c'est tout le travail qu'on essaye en tout cas de faire avec les familles, c'est déjà de pointer tout ce qui est important et qui doit être lancé. Et puis après, effectivement, essayer de relayer vers le réseau parce qu'on n'est pas en mesure, nous, au service social, effectivement, de pouvoir accompagner sur la durée. Donc, on soutient dans un premier temps et puis après, on collabore avec le réseau. Et là, je pense aussi au service d'accompagnement Madras. C'est vrai que les listes d'attente sont full, mais on est là et on reste en soutien, quoi. Donc, voilà. Merci, Asna. Bonjour, moi je suis Nathalie, la sœur d'une personne autiste qui a 54 ans. Et oui, il y a énormément de familles qui se battent pour des places dans des institutions. Nous, on a la chance d'avoir une place pour mon frère depuis des années. Il bénéficie d'une convention nominative et il est depuis ses 16 ans ou ses 17 ans, je crois maintenant, il vit dans des institutions. Sauf que c'est la 3e institution qu'il fait. Et il a subi 2 fois des maltraitances. Et donc, en fait, finalement, nous, on en est arrivé à la conclusion qu'en fait, l'institution, c'est pas la panacée. Et donc, en fait, si on veut militer aujourd'hui pour une meilleure vie, une vie plus digne pour nos proches, je pense que l'institution ne devrait pas être la seule piste. Moi, je voudrais vraiment insister là-dessus. J'ai rencontré beaucoup de personnes ces derniers mois et je rejoins Anne Kettelard qui, je pense, voudrait mettre des choses en place et toutes les personnes qui sont autour d'elle. Mais moi, aujourd'hui, je me dis, de ce dont je rêve, c'est que mon frère rentre chez moi. Oui, je comprends. Je comprends et vous n'êtes pas la seule à vivre ce genre de choses. Alors les conventions nominatives ou prioritaires, selon si on habite à Bruxelles ou en Wallonie, peu importe, oui, c'est bien, mais ça ne résout pas tout. J'accompagne encore actuellement des familles qui ont retiré leur enfant du centre parce que la médication, la surmédication, on en a parlé. Mais voilà, moi j'ai un bénéficiaire qui s'est retrouvé aux soins intensifs parce qu'il a été surmédiqué. Et convention ou pas convention, la maman m'a dit, je le reprends à la maison et on fera en sorte de mourir ensemble. Oui, ça m'a été dit. Voilà. Maintenant, on a mis d'autres solutions en place. Mais malgré tout, je me dois quand même de dire, attention, il faut préparer l'avenir. Parce que malheureusement, je ne suis pas devin et personne ici ne l'est. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Et on ne peut pas prédire si ce sera lui qui sera là le dernier. Ah, c'est horrible. J'ai un jour eu une jeune collègue qui m'a dit, je vais essayer de faire un peu d'humour, mais Cécile, c'est normal qu'avec toi, les parents, ils pleurent à chaque rendez-vous. Oui, mais parce qu'on aborde des choses tellement sensibles, tellement intimes, mais tellement vraies. Oui. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez. C'est pour essayer de rassurer un peu tout le monde. C'est-à-dire que... alors, moi, de mon point de vue, effectivement, bien sûr, je vous rejoins. Lié à mon histoire aussi, oui, parce que j'ai commencé à travailler avec une personne
qui a 17 ans, la maman avait retiré son enfant qui avait 17 ans à l'époque pour viol et violence par un éducateur sur cet enfant-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec cette personne-là. Donc forcément, j'étais un peu influencé après. mais ce que je veux dire, c'est que si j'analyse un peu la société dans laquelle on vit et l'institution, à la fois chez les atypiques et à la fois chez les typiques, je peux avoir aussi cette critique chez les typiques. L'institution école, moi, en ayant beaucoup étudié la pédagogie, personnellement, en m'y étant intéressé beaucoup à l'histoire, comment nos sociétés ont choisi de sélectionner certaines pédagogies, de les mettre en avant, enfin d'organiser une éducation, le milieu institutionnel pour les typiques, il est aussi très déficitaire selon moi. Il y a aussi un problème à ce niveau-là. Que ce soit chez les atypiques ou chez les typiques, on retrouve beaucoup de défauts. Alors qu'il existe dans les théories, dans les pensées, dans les courants idéologiques qu'il y a eu dans les siècles précédents, vraiment des choses très humaines qui rejoignent une certaine manière de travailler avec une sensibilité vraiment humaine. Mais donc voilà, c'est juste pour rassurer entre guillemets que c'est pas que chez les atypiques, chez les typiques aussi, il y a beaucoup et on le voit parce qu'à l'heure actuelle, l'école, elle devient elle aussi en grande difficulté avec un manque de moyens humains, des classes qui deviennent un peu surchargées, des professeurs qui sont un peu perdus, qui doivent accueillir aussi plein d'élèves différents et à qui on demande d'appliquer des programmes et en fait ça commence vraiment à craquer et petit à petit et il y a ce phénomène des bonnes poires fait tenir tout ça comme dans l'hôpital public, fait tenir, ça tient pour l'instant, ça tient parce que c'est des métiers forcément tu as des humains en face de toi, donc s'ils sont en grande difficulté tu restes humain, mais ça a tendance à petit prendre des tournures un peu vraiment compliquées. Et donc face à ça, voilà, après, j'ai pas de solution moi comme ça, mais oui, bien sûr, moi je suis d'accord avec vous. Je me dis les parents, les familles, c'est les premiers concernés par leur enfant en situation de handicap ou par leur enfant typique aussi. Et on devrait organiser les choses pour avoir le temps d'élever son enfant, de l'éduquer, de passer du temps avec, d'avoir la possibilité de gens qui viennent vous conseiller, enfin, c'est ça qu'on devait. Et là, on aspirerait à une société plus équilibrée. Mais plus tu enlèves du temps, plus tu demandes aux gens d'aller travailler pour un salaire. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Voilà. Donc, moi, je vous rejoins, mais c'est un constat un peu général qui me fait peur moi-même. Hein. J'ai un enfant, je me dis, oh là, je le mets à l'aise. Ouais, je me pose des questions, hein, mais voilà. On va essayer d'avoir une journée qui est déjà bien dense, pas trop longue, donc on va prendre une dernière intervention ou question. Bon, deux dernières interventions. Alors. Et je crois qu'il y avait une question là, et on va prendre la dernière aussi. Est-ce qu'on peut commencer par moi? J'ai le micro. Oui, bonjour. Je voulais dire un tout grand merci à Sarah et à Lucas pour ce documentaire qui m'a vraiment bouleversée, touchée. Donc, je suis maman d'un petit garçon avec une trisomie 21. J'ai travaillé en institution en tant qu'éducatrice. Je suis aussi assistante sociale. J'ai travaillé 19 ans dans un service d'accompagnement. Donc, je pourrais dire que j'ai plusieurs casquettes et j'ai mon avis sur les institutions, sur les services d'accompagnement. Voilà. Pour ma part, en effet, on avait aussi des listes d'attente, comme chez Madras. Et je pense que les listes d'attente vont augmenter avec les années parce que je n'ai pas bon espoir. Je suis désolée de dire ça à tous les parents. Je pense aussi qu'il faut répondre aussi, augmenter les services d'accompagnement, augmenter les institutions, mais aussi trouver d'autres pistes, d'autres alternatives pour les parents qui ne veulent pas ou les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un handicap puissent aussi faire le choix d'exister dans une structure où elles sont plus libres. J'ai travaillé en institution, il y avait beaucoup de personnes qu'on plaçait
qui était, je dirais, qui souffrait parce que elles vivaient en autonomie et puis du jour au lendemain, elles ont dû vivre avec des règles bien rigides. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas accueillir leurs copains, pas sortir à l'heure qu'elles voulaient, manger à une certaine heure. Donc c'était très rigide. Et je pense qu'il faut créer d'autres alternatives. J'avais aussi une question à poser à Lucas, parce que ça m'intéresse vraiment ce que vous faites, votre vision, votre intervention, d'où elle vient. Est-ce que vous avez suivi une formation? Parce que il y a beaucoup trop d'exclusion. Je vais lancer un pavé dans la mare où, à cause des troubles de comportement, on exclut dans les institutions, dans les écoles, ou parce que, entre guillemets, le handicap prend trop de place, ou parce que les personnes sont trop limitées. Donc là, je parle. Je n'accuse pas les professionnels parce que moi-même, j'étais aussi démunie et j'ai trouvé dans votre intervention, elle était vraiment très... vous êtes allé dans des endroits qui étaient reculés. Et donc moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez suivi une formation ou c'est une démarche personnelle? J'étais abonné à Mickey Magazine quand Alors dans Mickey Magazine, il y a toutes les solutions, ils vous les donnent. Il suffit juste de s'abonner. Mon parcours, il est... Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est un peu atypique. Oui, j'ai été formé sur... Enfin, j'ai d'abord travaillé, c'est-à-dire sur le terrain, avec cette maman qui m'a fait confiance, avec son fils. Elle avait ouvert un dispositif à Lyon pour que les professionnels puissent aller travailler dans les maisons. Donc j'ai commencé par travailler en connaissant pas grand-chose, hein, mais en ayant, je pense, un certain bon sens, un certain instinct pour être à l'aise avec les personnes avec qui je travaillais et avec les familles. Et cet instinct, cette sensibilité, c'est pour ça que j'essaye de faire un parallèle aussi avec ce travail. Parce que, si vous voulez, quand on rentre dans des maisons, Sarah, elle, son travail, c'est d'être assez ouverte sensiblement pour capter ce qui se passe, tout en ayant une position qui n'écrase pas, qui ne va pas juger et qui va d'ailleurs même s'effacer un peu pour devenir discrète. Mais ça demande d'être dans l'instant T, d'accord, au pur moment de ce qui se passe, d'accord. Moi, grâce à mon parcours, j'ai pu pas me faire avoir, entre guillemets, par le trop-plein théorique. C'est-à-dire que moi, j'arrivais dans des endroits et j'avais pas des phrases dans ma tête toutes apprises dans des livres ou des méthodes qui me disaient « Ah, il faut faire comme ça, donc il faut que j'y pense pendant que je suis en train de faire, il faut que, tu vois, j'ai un rendement, des objectifs à atteindre. » Non, je pouvais être libre et ça, c'était un luxe, en fait. Après coup, je me forme un petit peu avec certaines professionnels. Des week-ends de formation, puis des semaines des fois. Et puis voilà, j'ai Gloria Laxer et Caroline Peters qui ont été mes deux mentors. Enfin, je ne sais pas comment on dit, enfin bref. Qui m'ont beaucoup appris aussi. Mais voilà, j'ai pu avoir cette chance de faire le chemin un peu inverse, c'est pour ça. C'est pour ça que ça marche pour moi. Tu es né aussi dans une famille. Oui, allez. On fait... C'est parce qu'il fallait abréger un peu, c'est pour ça. Alors, parce que je suis né dans une famille avec un grand frère qui a 50 plus que moi, qui a la mucoviscidose. Et donc, quand je suis né, moi, j'étais dans un contexte avec des parents qui prenaient soin d'un enfant qui avait un problème. Moi, étant né dans ce contexte-là, il est plus ou moins normal pour moi, c'est la norme. J'ai pas été, c'est une analyse que j'ai faite avec le documentaire en réfléchissant. Je me suis dit ça c'est sûr que ça m'a un peu conditionné de pas avoir peur de parents qui paniquent un peu pour leur enfant. Je me suis dit ça me paraît normal. Et puis à 8 ans aussi, j'ai une expérience dans une école primaire. Je change d'école à 8 ans, donc j'arrive dans une école primaire d'une petite ville, mais d'une ville. Je venais de la campagne, donc tu vois, c'était un peu dur pour moi de m'intégrer. Et il y avait une section personnes, sourdes et muettes, sourdes et malentendantes. Faut pas que je me trompe dans les deux nominations. Et après, donc du coup, c'est des gens avec qui tout de suite j'ai eu un rapport dans cette école, qui m'ont tout de suite pris en compte, et c'était mes amis, vraiment. J'avais des super amis malentendants, et ça, je pense aussi, ça a joué, tu vois, sur ma sensibilité, sur une certaine sensibilité que je peux avoir. Et après,
cette dame que je rencontre à Lyon qui ouvre ce dispositif avec son enfant qu'elle retire de l'Institut. Et forcément, je suis face à une femme qui devient, après c'est devenu une militante corps et âme, tu vois, enfin elle en a même perdu des plumes, mais voilà, du coup je la connais toujours, je vois toujours son fils et sa famille, et voilà, c'est ça qui fait mon parcours aussi. C'est des histoires personnelles, quoi, des expériences personnelles, c'est comme ça. Voilà. Si je peux encore 2 minutes, moi je t'envie, hein, Lucas, je l'envie sérieusement, parce qu'il fait ce qu'il veut, tu fais comme tu veux, enfin, voilà, tu vas où tu veux. Vous le savez, je suis soumise à des règles, je ne peux pas aller en dehors de Bruxelles. Si une personne a plus de 2 jours et demi, je ne peux pas lui offrir du loisir. Si, je peux pas. Donc c'est très frustrant. Voilà, alors si j'ai entendu quelqu'un dire une petite note positive, j'ai quand même envie de vous dire que sur 3 enfants que j'accompagne à l'école, 2 iront jusqu'à la fin de leur scolarité. Sur 3 personnes que j'accompagne dans la recherche de centre de jour, 1,5 trouvera une solution. Il y a quand même des résultats et vraiment, j'ai envie de rester optimiste et d'y croire. Et il faut y croire, mais il faut, je pense, des compétences non seulement théoriques, mais des compétences humaines dans les gens avec qui je travaille. Merci. Je suis désolé pour les autres, mais vous serez la dernière intervention. Et après, je ferai mon petit speech ultra rapide à la fin. Thomas me dit déjà rapidement. L'année passée, j'ai aussi participé à la tournée d'inclusion. Le titre, c'était Ici, c'est ma maison. C'était rassurant de voir les bénéficiaires qui étaient heureux, contents, là où ils vivaient. Mais moi-même, j'étais restée sur ma faim. J'ai dû me forcer pour me taire parce que je connaissais la réalité des listes, je connaissais la réalité du vécu des parents. Je suis présidente de l'APEPA, Association de parents pour l'épanouissement des personnes autistes, et ça fait 20 ans que je suis bonne poire, bénévole, spécifiquement pour l'autisme, avec Thomas et Jocelyne. Nous faisons aussi un militantisme, mais plutôt de fond, auprès des décideurs, en participant à des réunions et des comités à la VIC, justement, là où les décisions se préparent et où les décisions vont être rapportées auprès du gouvernement, auprès du ministre. Mais ça fait 3 ans que toutes les finances sont bloquées à cause du plan de relance wallon, qui absorbe tout l'argent pour la digitalisation de tout et de tout le monde. Ça fait 3 ans que 4 CRF pour l'autisme spécifiquement que je représente sont bloqués. Et donc, malgré tout, il y a une toute petite lueur d'espoir dans la DPR, la déclaration politique régionale, parce que le président, Maxime Prévost, il a un oncle handicapé, d'où le nom Eric, le plan Eric, pour pas construire, mais transformer, réparer les maisons, les institutions qui en ont vraiment besoin. Quand il a quitté son mandat de ministre en 2016, Maxime Prévost, il a vite encore lancé un plan Eric pour 50 millions. Cette fois-ci, il lance un plan Eric de 100 millions. Et seulement, il faudra encore créer les bons d'État et tout ce qui va avec pour obtenir l'argent. Mais c'est une petite lueur d'espoir. Une autre petite lueur d'espoir, ce n'est pas des secrets. Je suis tenue avec Thomas et avec Jocelyne au secret, aux confidentialités de la VIC. Mais dans la déclaration politique régionale, on demandait 4 millions pour les cas prioritaires, donc ceux qui sont sur la liste d'attente sans solution. Eh bien, le ministre Copiters, qui était là tantôt, il a parlé de 71 places qui auront une solution dans le courant de l'année prochaine, parce qu'il a attribué 5 millions au lieu de 4 millions pour ces cas précisément. Donc c'est des petites gouttes d'eau, mais nous avons, je ne vais pas dire la chance, mais des décideurs aujourd'hui qui sont à l'écoute et qui comprennent, parce qu'ils ont un cas dans leur famille. Donc je voulais terminer la journée. Bravo d'abord, j'ai oublié pour le film. Donc l'année passée, je suis restée sur ma faim parce que je ne retrouvais pas la réalité du terrain. Cette année-ci, on est tout à fait dedans. Et même moi qui ne suis pas maman d'un enfant handicapé, je suis émue de voir ce que j'ai vu. Voilà, merci.